Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce troisième épisode du webinaire dédié à l'intelligence artificielle générative, un webinaire organisé avec le soutien de la Société de législation comparée par le Centre de recherche sur le droit international privé et plus largement l'équipe de droit international européen et comparé. Ce soir, nous aborderons la thématique de l'intelligence artificielle générative et de la protection des données à caractère personnel, 5 jours après que le Comité européen de la protection des données ait émis un premier avis préliminaire sur ChatGPT. Pour discuter de cette thématique ce soir, nous recevons 3 intervenants représentant 3 modèles différents de protection des données. Peng, qui est avocat au barreau de Pékin, en Chine, le professeur Yves Poulet, qui nous rejoindra et qui est professeur à l'Université de Namur, et Daniel SOLOVE, qui est professeur of Intellectual Property and Technology Law à la George Washington University Law School. Le webinaire ce soir sera à la fois en français et en anglais, car tous nos intervenants ne parlent pas le français. Dans cette salle, je suis accompagné par Antoine PETEL, qui est docteur de l'Université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste du droit des données au sens général, et non pas seulement du droit des données à caractère personnel, et il sera le discutant de cette soirée. So, welcome everybody for this new episode of the webinar dedicated to artificial intelligence, to generative artificial intelligence. We will talk about data protection and AIG this evening with Peng, which is a lawyer in Beijing, Daniel SOLOVE, which is a law professor of the George Washington University Law School, and with Yves Poulet, who will join us later, who is professor at the Namur University. Je vous propose de commencer par une contextualisation de nos échanges. Chacun de nos intervenants s'est proposé, en quelques minutes, de nous retracer les grandes lignes, à la fois du droit qui s'applique à l'intelligence artificielle générative et au droit de la protection des données, de façon à ce que les échanges puissent mieux se construire à partir de cette base. So we will have first a short presentation of the context in which the issue of AIG and data protection arise. And we will begin with Peng, which is lawyer in Beijing. La parole, Marc, est à vous. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, bonjour à tous. Je suis Peng du cabinet d'avocats chinois Zhoutai. C'est un très grand plaisir pour moi de participer à distance à ce séminaire sur ce sujet d'actualité, à la fois passionnant et un petit peu inquiétant. Merci au professeur Paillet de l'Université Jean Moulin Lyon 3 de m'avoir invité. Pour offrir une certaine base à nos discussions d'aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord en français, brièvement, l'état actuel de la réglementation chinoise en matière d'intelligence artificielle générative, avec ces quelques slides en support. Donc, ces slides sont en anglais, mais ma présentation est en français. Est-ce qu'on peut mettre la page suivante, s'il vous plaît? Voilà. Comme vous le savez peut-être, la Chine s'est déjà dotée d'une réglementation spécifique sur l'IA générative, intitulée « Mesures provisoires relatives à la supervision des services d'IA générative ». Ce document réglementaire a le statut d'un arrêté ministériel. Alors, on va l'appeler donc tout simplement l'arrêté dans la suite de ma présentation. Il est entré en vigueur le 15 août dernier, donc en 2023. C'est relativement récent. Et je crois qu'il est important, donc surtout pour bien comprendre cet arrêté, de le situer dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires consacrés aux problématiques d'informatisation, de cyberespace, de données, d'informations personnelles, d'algorithmes, etc. C'est-à-dire les problématiques du numérique. En effet, cet arrêté n'est pas isolé, ni apparu tout seul comme ça, sans source. Il est le prolongement et la spécialisation d'un mouvement législatif et réglementaire significatif qui s'active ces dernières années avec un rythme très soutenu. Vous pouvez voir sur cette page donc
donc tout en haut, les 3 lois fondamentales, respectivement sur la cybersécurité, la sécurité des données, la protection des informations personnelles, qui sont couramment appelées en Chine donc la troïka, c'est-à-dire les 3 éléments fondamentaux. À ce niveau, il y a aussi une autre loi qui est citée dans l'arrêté, c'est-à-dire c'est la loi sur le progrès scientifique et technologique, révisée en 2022. Ces 4 textes législatifs sont clairement mentionnés en préambule de l'arrêté comme son fondement. Puis, à un niveau plus concret, nous pouvons citer 3 réglementations qui sont plus directement à l'appui de l'arrêté IA générative, c'est-à-dire sur la recommandation algorithmique, la synthèse profonde et les services à caractère d'opinion publique ou dotés d'une capacité de mobilisation sociale. Dans la page suivante, s'il vous plaît. Donc cet arrêté est signé d'une seule autorité, c'est l'administration chinoise de cyberespace. Mais d'autres ministères et autorités sont aussi impliqués, non seulement dans la consultation en amont, mais aussi dans la supervision à exercer sous cet arrêté. Donc là, vous pouvez voir la liste donc, des autorités qui sont concernées. Mais en réalité, cette situation reflète aussi une problématique plus générale pour l'ensemble des mécanismes régissant le numérique, c'est-à-dire c'est la multitude des autorités concernées, qui peut être une source de difficultés dans la pratique. Dans l'arrêté, donc là vous pouvez voir ici, l'IA générative est définie comme des modèles et des technologies afférentes qui sont capables de créer ou inventer des textes, images, audio, vidéos ou autres contenus. Donc c'est la capacité de création qui la caractérise. Mais l'objectif visé par l'arrêté est assez simple. Donc, il est limité au service au grand public impliquant la technologie d'IA générative et non pas la technologie d'IA générative elle-même. Donc, la page suivante, s'il vous plaît. Plus concrètement, l'arrêté s'applique à la prestation et l'utilisation de tels services. Ainsi, les sujets de droit, c'est-à-dire les individus ou les organismes, qui tombent sous le coup de l'arrêté sont soit ceux qui fournissent les services d'IA générative, soit ceux qui en reçoivent, c'est-à-dire les utilisateurs qui créent des contenus avec l'aide d'IA générative. Parmi les principes de base, donc certains sont assez classiques, donc là vous pouvez voir, c'est le respect de la loi, des intérêts publics et des intérêts légitimes d'autrui, alors que d'autres méritent plus d'attention, c'est-à-dire la prévention donc la prévention ou l'interdiction de la discrimination, du monopole ou de la concurrence déloyale. Et surtout, l'arrêté indique qu'il faut s'efforcer d'améliorer la transparence, la précision et la fiabilité. Sous-entendu que celle-ci ne constitue pas encore une obligation ferme. La page suivante, s'il vous plaît. En fait, l'arrêté affiche clairement une attitude favorable à l'IA générative, ce qui traduit par différents aspects. Donc, tout d'abord, dans le préambule de cet arrêté, il y a la loi sur le progrès scientifique et technologique qui est citée. C'est assez rare parce que, en fait, pour la plupart des actes législatifs ou réglementaires dans le domaine du numérique, on ne cite pas donc, cette loi. Ensuite, il y a le champ d'application de l'arrêté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est limité seulement aux services d'IA générative à l'exclusion des activités de recherche et développement. C'est-à-dire que s'il y a une technologie qui, tant qu'elle n'est pas mise au service au grand public, ça n'entre pas dans le champ d'application de cet arrêté. Et ensuite, les services d'IA générative à ce stade n'ont pas besoin d'être précis et fiables. Donc ça, c'est plutôt indulgent et assez tolérant. Et enfin, des orientations positives ont été directement données aux articles 5 et 6 de l'arrêté, par exemple sur l'innovation, les coopérations et la promotion des technologies liées. La page suivante, s'il vous plaît.
Bien sûr, donc cet arrêté ne peut pas se passer des mesures d'encadrement. Celles-ci sont d'abord d'ordre technique. Les données utilisées pour l'entraînement doivent provenir de sources légales, sans atteinte aux droits de propriété intellectuelle des autres. Les informations personnelles euh, doivent déjà être couvertes par le consentement des intéressés. Les données doivent être marquées, surtout, selon des règles claires, spécifiques et opérationnelles. La qualité du marquage des données doit être soumise au contrôle effectif, tout entre autres la nécessité d'assurer la formation du personnel en charge du marquage des données et de renforcer l'encadrement. La page suivante, s'il vous plaît. Ensuite, la seconde catégorie de mesures d'encadrement sont au niveau de la prestation de services. L'arrêté insiste beaucoup sur la responsabilité du prestataire de service concernant le contenu de ces services informatiques d'Internet, la cybersécurité et la protection des informations personnelles. Donc là, le dernier point, il est assez classique, c'est-à-dire la signature d'un contrat de service avec l'utilisateur est exigée afin de bien préciser les droits et les obligations des parties. Au cas où des contenus ou activités illicites seraient découverts, le prestataire de service est tenu de réagir en adoptant des mesures pour y remédier, par exemple émettre un avertissement ou restreindre les fonctionnalités, suspendre ou terminer le service et rapporter ça aux autorités. En amont, il faut aussi mettre en place des mécanismes de plainte, de dénonciation, le cas échéant, et établir des canaux de communication. La page suivante, s'il vous plaît. Vis-à-vis des utilisateurs, le prestataire de service doit préciser et publier l'usage prévu de son service, la population à laquelle le service est destiné et les circonstances d'utilisation, fournissant un guide pour une utilisation rationnelle et légale. Surtout, il lui appartient de prendre des mesures nécessaires pour éviter une dépendance excessive chez les mineurs. Les images, vidéos ou autres contenus créés à travers l'IA générative doivent être marqués conformément à la réglementation sur la synthèse profonde pour être facilement identifiés comme résultant d'une application d'IA générative. La page suivante, s'il vous plaît. Pour les services d'IA générative qui entrent dans la catégorie des services à caractère d'opinion publique ou dotés d'une capacité de mobilisation sociale, il faut accomplir deux types de formalités. Donc ça, c'est un petit peu la spécialité en Chine, c'est assez spécifique. Donc établir ou faire établir une évaluation de sécurité selon la réglementation spéciale sur les services à caractère d'opinion publique ou dotés d'une capacité de mobilisation sociale. Et deuxièmement, il faut effectuer l'enregistrement pour l'algorithme. Ici, parmi les soi-disant services à caractère d'opinion publique ou dotés d'une capacité de mobilisation sociale, on peut donner des exemples, dont là, par exemple, c'est le microblog, forum, numéro public de WeChat, donc ça c'est très populaire en Chine, plateforme de vidéoclips, etc. La page suivante, s'il vous plaît. Donc l'arrêté ne contient pas de disposition sur les sanctions liées à l'IA générative. Ainsi, le cas échéant, il faudra chercher ailleurs, notamment dans les lois sur la cybersécurité, la protection des données ou la protection des informations personnelles. Ici, on a rappelé aussi le principe qu'il faudra respecter les autorisations administratives afférentes, s'il y en a, mais à ce stade-là, et à notre connaissance, il n'y a pas d'autorisation administrative à solliciter pour le moment, à part l'évaluation de sécurité et l'enregistrement pour l'algorithme qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est donc simplement une possibilité qui est réservée pour le futur. La page suivante, s'il vous plaît. Il est aussi précisé au sein de cet arrêté que les services d'IA générative fournis aux utilisateurs en Chine
depuis l'étranger doivent également suivre les mêmes règles. En cas de non-respect, probablement, le lien va être coupé. C'est-à-dire que ce service n'est plus disponible en Chine. Pour un prestataire de services IA générative chinois qui est fondé en Chine, mais par des investisseurs étrangers, le respect de la réglementation chinoise s'impose naturellement, au même titre que les opérateurs domestiques. Actuellement, dans le catalogue des investissements étrangers, plus précisément, c'est la liste négative des investissements étrangers, il n'y a pas de restriction pour l'IA générative. C'est la situation actuelle. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, je considère que cet arrêté peut être regardé comme une réglementation assez modeste, prudente, qui se veut limitée. Mais il traduit bien la position de la Chine vis-à-vis de l'IA générative. C'est la promotion de la nouvelle technologie avec une certaine garantie pour l'ordre public et les intérêts des consommateurs, bien sûr, et pour l'équilibre entre l'innovation et la sécurité. La régulation par catégorie est aussi annoncée comme un principe de base, mais pour le moment, il n'y a pas encore de règles précises. Donc là, probablement, la future législation chinoise s'inspirera de Artificial Intelligence Act de l'Union européenne sur cette méthodologie de clé. Bref, je crois que sur un fond de compétition internationale, la réglementation chinoise s'inscrit clairement dans la même tendance d'innovation qui s'impose d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous présenter sur la réglementation chinoise de manière... j'ai essayé d'être objectif. Je vous remercie. Thank you so much. Thank you so much for your contribution and for the final word, because it is true that innovation is one of the main issues that is dealt with by each of the models we are discussing this evening. And now Exactly. I will give the floor to Daniel SOLOVE, which will give us a look at the US context for AIG and data protection. Please, Daniel. Thanks so much for having me. It's very difficult to sum up privacy in the United States because the law is really all over the place. In some instances, we have some very strong privacy law, and in other cases, we have some tremendous gaps in our privacy law and some very weak privacy law. And it's very hard to make generalizations about US privacy law because every time you try to make a generalization, there's always an exception, there's always something else going on. So a little bit about history. So the US has had privacy law for a long time. For a while in last century, we had the privacy torts, which were common law torts that were largely addressed to one of the major privacy issues of the day at that time, which was media intrusions on privacy. And the torts grew up in that, but they weren't really well designed for the modern privacy problems that were created by computerization and the vast collection of personal data. And so this problem started to gather concerns in the United States in the 60s and 70s. It's the same time that we saw in Europe some countries start to enact comprehensive privacy laws, and European countries were among the first to do that. Then what we had in the US, though, is there was a serious attempt to think about this and address this. The department, the HEW, Housing, Education, and Welfare Department, issued a really famous report talking about the Fair Information Practice Principles, and that inspired the passage of the Privacy Act, which was an act that
tried to implement those principles to government agencies. And so we saw this develop. We saw then in the 70s, 80s, and 90s the passage of a number of federal laws to address privacy. In the US never adopted a comprehensive privacy law. Instead, it adopted sectoral privacy laws, laws dealing with particular economic sectors. And that is what it, the laws ultimately were addressing. So the critique there was they were narrow. They didn't really cover everything. They would just cover a particular industry, like the financial industry, or a particular topic, like videotapes. But really didn't have an omnibus, general, comprehensive privacy law. Also, in the United States, there was a very different worldview on protecting privacy as the internet started to emerge. So if we go then into the late 90s, at that point, the EU has the Data Protection Directive. The US doesn't have anything like it. And the but we ultimately as the privacy law was being forged at that time, the philosophy and the approach was somewhat different at the federal level. So the laws took an approach that industry had been pushing, an approach called notice and choice. And the idea of the approach was that a company would put on its website a privacy notice, its privacy policy. And then if people didn't opt out of that, they could do whatever they want. So it's essentially a self-regulatory system where companies can just make the rules that they're going to follow with the use of data, as long as they disclose them, and then that would basically be okay. This wasn't the case for some of the other privacy laws. So you have the Fair Credit Reporting Act, for example, which is actually a law that is use-based. It's kind of has the same, in a way, it's somewhat similar to the GDPR in that regard, where the law says there are certain permissible uses of credit reports, and that's it. You have to use it for a permissible use. But most other federal laws did not take this approach. Instead, they just said, well, you can do whatever you want with it as long as you disclose it in the notice. So that was what we had. Then in the US, the Federal Trade Commission stepped in to hold that the FTC Act, Section 5, which is a very broad consumer protection law that basically says you can't engage in deceptive or unfair trade practices. And that's all it says. It's a very, very broad thing. It doesn't mention privacy. It just has these very broad, and it doesn't really, the definitions of deception and unfairness are incredibly broad and could encompass almost a whole wide array of practices. So what happened is that the FTC declares in the late 90s that it's going to enforce Section 5 in a way that will deem violations of the privacy notice as deception. And it will use its enforcement power in this way. And that's how it started. And then it added unfairness. So now we turn to the 2000s, early 2000s. And in the US now, at the federal level, Congress is starting to get more and more partisan, and now it's kind of almost irretrievably partisan. I think it's broken at this point. And I wonder, quite honestly, really in the last 20 years, 25 years, Congress is not, increasingly a less functional body. And it's going to increasingly become less functional
because of gerrymandering, which is, that unfortunately, the U.S. Supreme Court has allowed states to rig the way they define and draw districts so that they make the districts not competitive anymore. And so what you're having now is really extreme politicians being elected without really having any contested elections. And so there's very few competitive districts, there's very few incentives to make compromises or do anything in a bipartisan manner. Even if the voters want that, there's no incentive for politicians to run on that. The result is that you're having hardly any cooperation among the parties in Congress, and that makes it incredibly difficult to pass federal legislation. And so in the last 25 years, you really haven't seen much activity at the federal level in passing laws. Every now and then there's a bill. There's a bill right now, but it's not clear that that's going to succeed. It's incredibly difficult. I'll talk a little bit later about why that, there's other reasons why that's the case. So basically, in light of this this kind of inability at the federal level, this dysfunction at the federal level, what happens in the U.S. when it comes to privacy? Well, the rest of the world starts to move forward. They're passing comprehensive privacy laws in the model of the EU Data Protection Directive. And then we also see, the GDPR being forged and then developed and implemented, becomes active in 2018. But in that time period at the US federal level, we're not seeing that much. Occasionally laws, slightly updated, but very, very little of import is happening there. The FTC fills the void. So the FTC starts to use this very broad enforcement power that it has under Section 5 to enforce the FTC Act, and starts saying that a number of practices are deceptive and unfair. And it starts to push beyond the view of privacy notices. So it used to be that the main way you violated the FTC Act is if a company said something in the privacy notice and didn't do it. But increasingly, the FTC started to go beyond that and said, well, if the privacy notice, even if it says it in the privacy notice, if it isn't conspicuous enough, that's unfair. It has a lot more leeway by saying something's unfair. And so with, I think, some creative and aggressive interpretation of the FTC Act, the FTC, in case after case, started to lay down a set of rules. And I would say they're common law style rules. And this, I think, is different from the continental European way of lawmaking, where things are enacted in a statute and there's a detailed set of rules that come from a statute as the primary source. The style that the FTC did is you have a very broad rule which the FTC is interpreting. And through case by case, the FTC is fleshing out a series of rules through the interpretation. And it's gotten to a point now where, for instance, there's algorithmic destruction as a remedy. Now, that it's nowhere in the words of the law. The law just says no unfair or deceptive trade practices. But the FTC has been very clever in adding or creating or coming up with different remedies and different rules that companies should follow. And this has been criticized because some say, well, it'd be nice to have like an actual set of rules to follow. But if you look at the common law style, and in a common law countries, that's how the rules are made. They're made case by case, and the way you learn them is to study all the cases. And then you learn the rules from focusing on the case law.
The FTC also did something creative, and that was it. Section 5 has a very weird enforcement structure, a limiting enforcement structure where there's no fine for the initial violation of Section 5. So a company is caught and they did something unfair or deceptive, they can't be fined. But you can be fined if you violate a consent decree. So then there are fines. And the FTC also figured out, how do we, without being able to fine people, how do we deter companies from violating it? So the FTC would insist on 20-year consent decrees, which I think is one of the longest consent decrees out there. And most companies would settle. So they didn't want to fight the FTC. So they would settle with the FTC and agree to 20 years of auditing and monitoring of what they're doing by the FTC. And during that period, if they were to violate the consent decree, then they could be fined. This is, I think, a very powerful deterrent or penalty. Companies don't like hearing that they have to have the FTC looking over their shoulder for 20 years. And then if they violate the consent decree, there can be a big fine. And that's the example of Facebook when they had the Cambridge Analytica scandal. That was a fine for their initial consent decree. And that's how they got the $5 billion fine. So the FTC actually has some, strategically, has some potent tools that I think have been pretty effective. So all during this time, we have the FTC and it's, but I think that when you look and you compare it to, the GDPR, it doesn't have this, it's less, it doesn't have the same structure. It seems softer. I think that you actually have a lot of the rules in the GDPR you can find in FTC cases, but it still doesn't have the same kind of external effect. I don't think many other countries look at this and say, okay, this really counts for something. And all that said, too, I wouldn't say, like, despite the fact that I think it's stronger than folks give it credit for, it still has some flaws, and that the US still, in a lot of its laws, stubbornly clings to the notice and choice approach. So then what we have is, after the GDPR goes into effect in 2018, California passes a pretty broad privacy law. This law, it basically is kind of a weird mix or a weird hybrid. It kind of takes the US notice and choice approach, and then it tries to graft onto it a few things from the GDPR. And so some of the rights in the GDPR, a right to delete, there's data protection impact assessments and other things from the GDPR are kind of thrown into the mix. But what's different about this approach is that it's more narrow than the GDPR, in that it exempts smaller businesses from its scope. It only applies to commercial businesses and not to other entities, so it's not as broad. And it exempts, it does carve out certain industries out of it, and then it still is notice and choice based, in that it doesn't use the lawful basis approach. Instead, it says, companies, have to put this in there, just have a privacy notice. And it does, require opt-out of sale of data, but it's still relying on opt-out for a lot of things. And it still doesn't have the lawful basis that you need a permissible purpose to process data. A lot of other states started to jump into the mix, and they passed privacy laws. I think there's about 14 to 16 states now that have laws in either their
enacted or they're about to be signed. Every year now, we see more and more states jumping in. The laws are typically pretty weak, I think. They're often weaker versions of the California law. They are slight variations here or there. Some of them have some interesting components to them, but it's kind of a mixed bag in these laws. Um, uh, because of all the state laws, we see a renewed interest in a federal privacy law. So there's a lot of talk about a comprehensive federal privacy law, and there was one that was proposed a few years ago, and it ultimately did not, it went further than any proposal had gone before, but it never succeeded. What was interesting, and there's one now, there's one currently in Congress now, and I'm not optimistic it's going to pass. Um, Reasons are that, well, it's interesting that each time there's a new federal law, it gets stronger. So there were proposals for a federal privacy law around 2000, and they were, pretty bare bones, very notice and choice approach. Now the laws, if you look at them, have a lot of rights, quite a number of rights that are similar to the GDPR's rights. They Some of them have the current last two proposals had a private right of action, which was something people said, oh my gosh, there's no way a US law would have that. Right to delete. This was something that used to be controversial in the United States. It's not controversial now. It's it's kind of standard for a privacy law. Sensitive data was something that the US had never done or had any special protections for. Now it's becoming standard in privacy laws. So we're seeing the needle is moving, and the way the needle is moving is closer to the EU, although certainly still very far away. So that's what we've seen with the state laws, but they're still weak. There's still a lot of states that don't have the laws. The laws still don't do a lot of the things that the GDPR does. They're more narrow than the GDPR. They don't really address cross-border data transfer. They do not take the lawful basis approach. They still predominantly use notice and choice. And so that's kind of where they are. And the new federal law is kind of like that. It does not take, it's not like the GDPR. But the problem with the federal law is that the industry strongly wants preemption. Preemption means that a federal law would wipe out the state laws. So if a state can't pass a more protective privacy law if the law preempts, that's what industry wants. The problem is that California is an immensely big state. It's has the largest economy in the United States of any state. If you compared California to other countries, it would be way up there in terms of it could be a country unto itself. If California enacts something, everyone essentially follows the California law. It becomes the standard. So California is not going to want to preempt itself. Why would California want to give away its power? California knows that if it passes a law, everyone's going to do what they want, and they're going to drive the conversation, and they would essentially be having to give up that power. And California has a very large number of representatives in the House of Representatives because they also have the largest population of any state in the United States. So it's going to be very hard to get a federal law passed if California would have to give up its power, and they have such a large chunk of the votes in the House. So that's why we're stuck in the United States, because industry is stubbornly wants preemption. So that's kind of where we are. I don't think we're going to be able to get around that problem, but you never know. It may be something at that point. We'll see. There's also something really interesting in that the states are not just passing kind of these broader privacy laws, but they're also passing a number of topic-specific privacy laws. So we see, actually very recently, Colorado passed an AI Act.
actually beat the EU to pass a law. We have states that have passed biometric information privacy laws. So the Illinois passed a very strict Biometric Information Privacy Act, BIPA. It requires affirmative consent, so a kind of EU-style consent, and it has a private right of action, which is very robust. And I think that even makes the law even more powerful than I think laws would be in the EU, because it's much easier to bring class action lawsuits in the United States. And the jurisdiction is very favorable to lawsuits under the BIPA. So it's an incredibly powerful law. And then we have a new law in Washington state, health privacy laws, that's going to be very powerful with a private right of action. So in certain areas, I would say that the laws, actually, if you look at the law in Washington, it has some provisions that are stricter than the EU. There are more limitations on there's actually a right to delete that's much more powerful than anything in the GDPR. So in little pockets here and there and topics, and in particular state laws, we actually see that we do have protections that can be on par with, and sometimes even stronger than the GDPR. Although we also have in the US a lot of laws that are weak, that are really not that great. I would say that most of the state privacy laws, if I were grading them, they would get a D or an F. They really don't really move the needle that much on privacy protection. They're not that effective. So it's a mixed picture in the United States right now, where we're seeing all this activity in the states, some of which is good, some of which isn't that great. But we're also seeing that the conversation and the protections are evolving very quickly in the United States. And we're seeing that if you go back even to like 2016, when the GDPR was enacted, you would have seen in the United States, so many of the things that now are not controversial in privacy law were controversial. A lot of the provisions under the GDPR, industry was saying, "Oh my gosh, there's no way we can do this. This is totally, incompatible with the U.S. and we can't do business in the EU." And after what I kind of would call like a temper tantrum, what we saw is actually no, companies can, they can do it. They figured it out. That it wasn't the end of the world. And I think that's then in U.S. privacy law has really changed what is possible and how the regulation should evolve, and it's evolved. So we're seeing thinking evolve and continue to evolve. That's why I've always been somewhat ambivalent about whether we should have a comprehensive privacy law in the United States, because we do have one with the FTC Act. The FTC kind of does it just in a soft kind of way. If we enacted a federal comprehensive privacy law, one that preempts, it would be we'd be stuck with it, and it'd be kind of locked in, and it could easily become fossilized because Congress is really not capable of keeping laws up to date very well. They're especially now, given the dysfunction in Congress. So the fear that I have is that if the U.S. were to pass a law, it would kind of be like the last stop. And I kind of think that right now we're seeing, in a way, privacy is like a wine, a fine wine, and it keeps getting better with age in the United States. The longer we wait, the better things get. If we passed a comprehensive privacy law 20 years ago, it would have been awful by today's standards. If we passed one circa 2016 to keep pace with the GDPR, the law that the US would have passed would be far weaker than what is on the table now.
And I think that if we keep waiting, we're going to see more and more, I think, development and movement in U.S. thinking on privacy. So part of me, I'm torn because part of me thinks, well, shouldn't the U.S. join every other nation, every other modern industrialized nation, and generally, the 160 plus countries in the world that have a comprehensive privacy law? It seems like we should have that. It seems like a glaring omission not to have it. On the other hand, not having it's still, the U.S. is maturing and it's thinking. And I worry that if we have it, it's going to perhaps stop our evolution and freeze things and ossify things. And so that's the choice that we're facing now. I think there could be benefits to us passing a privacy law. I think that in the short term, we'll see more companies take privacy more seriously and make efforts to comply. So we'll see a short-term benefit. Long term, I don't know. I kind of think that letting the wine sit unopened and letting it age more has been good. So my advice would be, maybe it's not so bad that we wait, because we're seeing some states now. Maryland, for instance, just enacted a state privacy law that differs from some of the other states. It has a very strong data minimization provision, which is, I think, interesting. It's a new direction for the states. And I think we'll see how effective it is, but I'm excited to see a newer approach tried, and I think we could see more things being tried out over time if we let that let that happen. So I would, so I kind of like, it's nice sitting on the sidelines and watching this unfold. I think that the U.S. still stubbornly keeps clinging to notice and choice, but I think that the days of that approach are going to be numbered. At some point, I think that approach just does not work, and I think it will eventually. I think it will eventually die, but it's just got to run its course. Um, uh, and that's why I'm not so sure we want to freeze things in or lock things in with a federal privacy law just yet. So I'll end there. That's kind of the state of things in the US. It's very hard to give a coherent picture to it, but hopefully this will explain it a little bit more and make it comprehensible for kind of like where we were and where we are at the moment. Thank you so much for this very rich presentation from the past of US law about privacy and about the future. And what I remark is your conclusion about waiting more for a more comprehensive US law at the federal level, whereas in the EU approach seems to be getting as quick as possible new legislation, new regulations for addressing tech issues. But I will give the floor to Professor Yves POULLET, professor at the Namur University, who will give us a presentation about the European context. Professeur POULLET, s'il vous plaît. Thanks a lot, Ludovic. Thanks a lot for your marvelous speech, dear Danielle. I was unable to hear from you, Peng. I had certain problems with my connection, but now everything is working. So I will jump to French language. Perhaps it will be easier for the person who are listening to me. So ainsi ce que je souhaiterais, c'est effectivement décrire la solution réglementaire de l'Union européenne en ce qui concerne les systèmes génératifs AI. Et donc voilà, si vous voulez bien, on va passer au premier slide. Ce qui m'apparaît extrêmement intéressant, c'est la volonté par rapport à l'intelligence artificielle, la volonté de l'Union européenne de développer un modèle qui soit un modèle réglementaire
qui lui permettent d'affirmer sa différence, son third way, par rapport à la fois au modèle chinois et par rapport au modèle US. Alors, en ce qui concerne le modèle US, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent du modèle d'autorégulation aux États-Unis. En ce qui concerne les Générative AI, on peut considérer plus largement en ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle, on peut considérer effectivement qu'avec les interventions, et en particulier l'executive order du président Biden, on est dans un système plus de co-régulation que de système d'autorégulation. Je reviendrai là-dessus, tout simplement parce que il y a un certain nombre d'accords qui sont développés depuis ces derniers temps, et le dernier date d'avril 2024, entre l'Union européenne et d'autre part l'administration Biden, de manière à essayer d'avoir une politique commune en ce qui concerne tout ce qui est le développement de l'intelligence artificielle et en particulier des génératives AI. Donc, en ce qui concerne cette différence affirmée, j'en suis moins sûr aujourd'hui que je ne pouvais l'être hier. On reviendra sans doute sur la façon dont l'executive order aborde le problème de l'intelligence générative et de l'intelligence artificielle de manière générale, et cela à travers une politique très forte de standards et de standards qui permettent à l'administration de, malgré tout, d'avoir un certain contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur du secteur privé. En ce qui concerne le modèle chinois, la différence est évidemment plus considérable. Je suis désolé parce que j'aurais souhaité entendre la présentation de Peng. Le modèle chinois, là aussi, évolue puisque Peng l'a présenté, je suppose. Vous avez des mesures administratives en matière de Générative AI qui rejoignent, me semble-t-il, un certain nombre de préoccupations qui sont les préoccupations européennes. Alors, ce qui est certain, c'est que le modèle européen s'appuie sur ce qu'on appelle la souveraineté digitale de l'Europe, la souveraineté numérique. Et le mot souveraineté est, me semble-t-il, extrêmement ambigu. Pourquoi? Parce que le mot souveraineté est à la fois une référence aux valeurs européennes, et Dieu sait si la valeur de défense des libertés individuelles, et en particulier de la privacy, est rappelée, martelée par l'Union européenne, c'est clair, nous y reviendrons tout de suite. Et le deuxième point, c'est aussi une manière d'essayer de développer un marché européen qui soit un marché européen unifié et bien évidemment d'essayer d'imposer ce modèle réglementaire en dehors des frontières, européennes. Next slide, if you want. Alors, revenons peut-être à cette difficile combinaison que l'Union européenne essaye de tenir entre, d'une part, la défense de valeurs humaines et, d'autre part, le développement économique. En ce qui concerne les valeurs humaines, il y a 6 valeurs éthiques qui sont affirmées, par l'Union européenne et reprises dans tous les préambules. Je vais ajouter, malheureusement pas dans les AI Act, 6 valeurs éthiques qui sont affirmées, à savoir le principe évidemment suivant lequel il faut que les AI soient centrés sur l'humain, human in the loop, human on the loop, human in command. C'est une affirmation qui vient de la High Level Group of Experts en AI, elle date de 2018. Le deuxième principe, c'est le principe de la transparence et de l'explicabilité en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Le troisième principe, c'est évidemment le principe de la robustesse, notamment en particulier par rapport à tout ce qui pourrait être attaque externe, et bien évidemment de la safety, c'est-à-dire bien la sécurité des personnes et par rapport à des dommages qui pourraient être créés. Le quatrième principe, c'est évidemment la
question de la protection des données. Vous allez voir que ça a un certain nombre d'implications sur la manière dont on doit manager l'ensemble des opérations d'AI. Le cinquième principe, c'est la diversité et la non-discrimination. C'est un point extrêmement important. Je crois que s'il y a bien un problème avec l'intelligence artificielle et qui est multiplié par le Générative AI, c'est le fait évidemment qu'on peut très facilement discriminer entre populations, pas simplement sur base des critères classiques qui sont les critères de la race, qui sont les critères bien évidemment des opinions politiques et des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, mais de plus en plus sur bien d'autres bases, et notamment des bases socio-économiques, des bases d'éducation et autres. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment le bien-être social et environnemental. La protection de l'environnement est un point qui est souligné à plusieurs reprises par les actes, et la protection sociale implique la protection de la valeur démocratique, à savoir le fait que, bien évidemment, il faut que l'AI respecte la règle de droit et, d'autre part, qu'il ne mette pas en danger la démocratie. On ne va pas revenir sur la question de Cambridge et autres. Alors, par rapport à ces valeurs humaines, et je disais tout à l'heure que ces valeurs humaines, malheureusement, elles étaient affirmées telles quelles dans le projet d'AI Act qui avait été adopté par le Parlement au mois de juin l'année dernière. L'article 4 affirmait l'obligation de tout système d'intelligence artificielle de respecter ces 6 principes. L'article 4 a disparu. On peut évidemment s'en plaindre, et en tout cas les associations de liberté civile européennes s'en sont plaints amèrement en disant où est encore la référence aux valeurs humaines. Il est clair que depuis juin 2023, les lobbies industriels et d'autre part certains pays européens ont souhaité être beaucoup plus attentifs à la deuxième partie, à savoir le développement économique, car bien évidemment c'est une crainte de l'Europe, c'est très bien de dire il faut des régulations, mais ces régulations, si elles empêchent l'innovation, risquent de mettre à mal notre industrie européenne par rapport à l'industrie chinoise, par rapport à l'industrie américaine, qui sont évidemment les grands compétiteurs, et de très loin, puisque, on le sait, ces 2 compétiteurs ont la majorité, et la large majorité du marché. Donc l'idée, c'est évidemment d'avoir un marché européen, et ce marché européen, l'Europe va le construire à travers toute une série de mécanismes, notamment de mécanismes de conformité, de compliance, d'analyse de dans quelle mesure les systèmes d'intelligence artificielle sont conformes aux exigences qui sont des exigences réglementaires. On va le faire à travers des systèmes de certificats, mais également par des systèmes de spécifications communes. C'est un terme sur lequel j'aimerais bien revenir. Pourquoi pas tout simplement parce que ces spécifications communes, elles sont, en ce qui concerne tout ce qui est les foundation models, c'est-à-dire les general purpose artificial intelligence models, elles sont définies par l'Europe et une administration, à savoir les AI Office. Et puis, il y a des standards qui sont lestés aux mains des organisations de standards européennes. Il y a l'ETSI, il y a le CEE-EDIEC, il y a l'ENISA, enfin, il y a toute une série d'organisations de standardisation. Le deuxième point pour le développement économique, c'est la promotion de l'innovation, et tout ça à travers ce qu'on appelle une législation bac à sable, qui reçoit dans le règlement AI un large pouvoir de définition. Les législations bac à sable, c'est la possibilité de s'exempter d'un certain nombre d'exigences réglementaires dans le cadre d'expériences qui sont voulues par le législateur national et qui, pendant une durée, doivent être contrôlées, suivies avant d'être considérées comme étant conformes à la volonté nationale et européenne. Et puis, il y a des exceptions, je ne vais pas y revenir, pour les PME et pour les startups. Voilà. Et puis,
on définit à l'intérieur de ce PAILLER Act ce qu'on peut appeler une véritable armada d'institutions qui sont chargées de veiller au respect de la réglementation. Voilà, si vous voulez bien passer là. Voilà. Alors, il y a une définition, c'est intéressant de voir sur la définition qui a été reprise de l'OCDE. C'est une définition extrêmement large. Je viens de voir que le groupe chargé, le groupe inter-EU-US, c'est-à-dire le groupe qui est chargé d'essayer de veiller à la cohésion des approches américaines et européennes, a accepté cette définition de l'OCDE. C'est pas très compliqué, mais c'est une définition de l'AI système qui est très large, puisqu'elle vise aussi bien les systèmes experts, les systèmes purement statistiques, aussi bien que ce qu'on appelle le machine learning. Il peut y avoir différents degrés d'autonomie, comme il est indiqué dans la définition. Ce qui est important également et qui fait rugir les personnes protectrices des données, c'est qu'un système AI ne doit pas nécessairement poursuivre une finalité déterminée. On est, vous le voyez, d'accord que l'AI système soit créé pour des objectifs explicites ou implicites. Et l'objectif est au pluriel. Et donc, on est très loin, évidemment, du principe du RGPD qui est de dire qu'il faut une finalité déterminée. Pour le reste, vous le savez, l'idée d'un système AI, c'est évidemment de pouvoir amener des prédictions, de pouvoir éventuellement prendre des recommandations ou adresser des décisions. Alors, à l'intérieur de ces systèmes AI, on a défini une catégorie, une sous-catégorie, qui est l'AI Generative System, qui est basée sur des modèles de AI génératif. Donc, ce qu'on entend par là, évidemment, ce sont des systèmes, ce qu'on appelle les foundation models, les foundation models qui ne poursuivent pas un but précis, ce sont des modèles qui visent un general purpose, c'est-à-dire qui peuvent servir à un certain nombre de fonctionnalités. C'est les LLM, les large language models, c'est les image generator, c'est les transformer models. Et les particularités de ces foundation models, c'est qu'elles travaillent sur des big data et qu'elles peuvent poursuivre une variété de tâches, de fonctions différentes. Voilà la manière dont les définitions permettent de comprendre la réglementation sur laquelle je vais maintenant m'attarder. Next slide, if you want. Alors, en ce qui concerne la réglementation, vous savez que, et je vois que les Américains d'ailleurs acceptent également ce principe, c'est de dire qu'il ne faut pas viser l'ensemble des systèmes AI avec la même régulation. Il faut être extrêmement attentif aux risques qui sont liés à chaque catégorie de ces systèmes AI. Et donc, on a défini à l'intérieur du modèle européen 5 catégories. Vous le voyez, la première catégorie, c'est des systèmes qui sont considérés comme prohibés. Il y en a beaucoup, des systèmes qui exploitent les vulnérabilités des personnes, ce qui est peut-être à réfléchir, c'est évidemment qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité. Il y a des catégories vulnérables, les personnes âgées, les enfants, mais est-ce que nous ne sommes pas tous d'une manière ou d'une autre vulnérables par rapport à des manipulations? C'est un point qui est actuellement discuté par les associations de liberté civile. Il y a des applications biométriques, en particulier lorsque ces applications biométriques comme la reconnaissance faciale ont lieu dans l'espace public. Il y a les systèmes à haut risque, qui sont définis de manière assez précise, mais la liste est extrêmement longue et elle est modifiable par la Commission. On a introduit à la dernière minute la possibilité pour des entreprises dont les applications relèveraient des high risks de pouvoir réclamer
d'être exonérés de la réglementation, qui est une réglementation assez stricte. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a les modèles d'intelligence artificielle à finalité large, General Purpose AI Model. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces modèles, au point de départ, n'avaient pas du tout été aperçus par l'AI Act. Ils ont été introduits plus tard à l'intérieur de l'AI Act. Ils ont été introduits à partir de novembre 2022, c'est la naissance de ChatGPT. Et on peut remarquer que progressivement, ces systèmes qui, au point de départ, dans la première proposition du Parlement, étaient réglementés de manière assez dure, le sont de moins en moins. Il y a une volonté, notamment de certains États, de les exempter d'un certain nombre de contraintes réglementaires, tout simplement parce qu'on estime bien évidemment que l'économie européenne, en la matière, nécessite leur développement. Et puis, il y a des applications non transparentes. Les applications non transparentes, par exemple, les chatbots, vous n'êtes pas nécessairement au courant, vous êtes en discussion avec un chatbot, ou bien évidemment les deepfakes, on y reviendra, ces deepfakes présentent actuellement un problème extrêmement grave, c'est évidemment la possibilité, grâce à des images générateurs ou éventuellement des LLM, de donner à des personnes soit des propos qu'il n'a jamais tenus, soit de les mettre dans des situations qui sont bien évidemment des situations infamantes ou en tout cas non voulues. Et puis il y a la catégorie résiduelle où là, l'Europe dit de manière très claire, la solution d'autoréglementation suffit, des codes de pratique suffisent. Alors, ce qui est important dans la réglementation européenne, c'est la notion de risque. La notion de risque, traditionnellement, on avait en tête, au niveau des risques, les dommages aux libertés individuelles, les dommages à la vie privée, les dommages à la liberté d'expression. La réglementation européenne va beaucoup plus loin que ces seuls risques. Il y a aussi tous les problèmes d'atteinte à ce qu'on appelle la social justice, notamment toutes les questions de discrimination qui peuvent évidemment être des discriminations sous des formes extrêmement variées. Ça peut être des discriminations par rapport à des collectivités territoriales ou autres. Et puis il y a, et on l'a ajouté, ce qu'on appelle les risques sociétaux, les risques à l'environnement, les risques à la concurrence, les risques à la démocratie et bien évidemment le non-respect de la règle de droit. Voilà ce qu'il faut dire en ce qui concerne la catégorisation. Et venons-en maintenant, si vous voulez bien, next slide, venons-en maintenant à la manière dont, dans le cas de cette AI, les General Purpose AI Models sont réglementés. Je vous l'ai dit au départ, l'idée était évidemment de dire ces modèles AI qui peuvent servir à beaucoup de finalités. On peut prendre par exemple le Large Language Model. On sait bien que ces modèles basés sur la compréhension automatique de la langue et la possibilité de générer un texte ou éventuellement la voix sont des modèles qui peuvent être utilisés dans bien des cas. Ils peuvent être utilisés pour écrire une lettre de candidature, mais ils peuvent être utilisés également dans le cas de deepfakes, lorsqu'on attribue à Obama un discours qui n'est pas le sien. Elles peuvent être évidemment également utilisées dans le cadre des compagnons chatbots, dans le cadre d'une conversation qu'on peut avoir avec un chatbot qui est décrit par, c'est en tout cas la publicité qui est donnée par une entreprise à son compagnon chatbot, qui peut être considéré comme votre meilleur ami ou ami. Voilà, là, ces General Purpose AI sont distingués suivant le fait qu'ils comportent un risque systémique ou qu'ils ne comportent pas de risque systémique. Alors, la notion de risque systémique, elle est intéressante parce qu'elle vient du monde financier et elle avait été à ce moment-là, en 2008, lors de la crise financière, elle avait été utilisée en disant, vous savez, il y a des cas où une entreprise, par son comportement ou par sa faillite, entraîne des risques et des risques majeurs
pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble de la société. C'est l'idée de l'impact significatif sur le marché interne ou sur le fonctionnement de la société, que ce soit en matière de santé publique, en matière de sécurité publique, en matière d'atteinte à la démocratie, en matière d'atteinte à nos droits fondamentaux. Et pour savoir si on est dans un systemic risk, il y a une présomption qui est directement liée au fait qu'il faut une capacité d'avoir un haut impact, et on le calcule en fonction du nombre de paramètres qui sont utilisés dans le cadre d'un système un système générative AI, et ce nombre de paramètres, vous voyez, ça correspond à 1 milliard de paramètres. Il faut savoir bien évidemment que la plupart des gros systèmes de LLM, on peut comprendre, ChatGPT est un transformer, mais ChatGPT est bien au-delà du milliard, Midjourney l'atteint, et en ce qui concerne BERT, il en est à plus de 2 milliards. Donc BERT, c'est le LLM développé par Google. Alors, en ce qui concerne les General Purpose AI, sans risque systémique, vous voyez, il y a toute une série d'obligations qui sont des obligations réglementaires, l'obligation de notifier à l'autorité de surveillance des marchés, pour revenir là-dessus sur la notion d'autorité de surveillance des marchés, l'obligation de produire une documentation sur le modèle AI et de le mettre à jour. Ça, c'est un point extrêmement important. L'Union européenne est extrêmement attentive au fait qu'un système AI va, d'une manière ou d'une autre, vivre en fonction, bien évidemment, des données qu'il rencontre, et qu'il est donc extrêmement important de vérifier la fonction dont ce modèle vit et dont, évidemment, il peut dériver de l'intention première. L'obligation d'informer toutes les personnes qui vont utiliser ce système AI du fait qu'il y a des limitations de ce système, qu'éventuellement il y a des cas, c'est ce que les Canadiens appellent les no-go zones, il y a des applications qui doivent être interdites, et qu'il faut évidemment coopérer entre celui qui a développé le système AI et celui qui l'utilise, de manière à ce que l'on puisse remédier lorsqu'il y a une évolution non souhaitée du système AI, ou lorsque celui qui utilise le système AI, par exemple une banque qui utilise un système génératif AI dans le cadre de ses relations avec ses clients, eh bien, constate qu'il y a effectivement un problème. L'obligation de respecter le droit d'auteur, opt-out, ça c'est un point extrêmement important. Vous savez qu'évidemment on utilise des bases de données dans lesquelles on met toute une série d'écrits d'auteurs, dans lesquels on met toute une série d'articles de doctrine. Par exemple, des articles de doctrine en matière médicale sont extrêmement prisés dans les LLM, ne serait-ce que par le fait qu'il y a pas mal d'applications dans le domaine de la santé. L'obligation, enfin, de coopérer avec les autorités de surveillance nationales et avec la Commission. Alors, ces GPI Without Systemic Risk sont réglementés de manière relativement légère par des codes de conduite qui sont écrites par les high office. Les high office, c'est intéressant de voir que les high office, c'est quoi? C'est un département de la Commission. Ça, sans doute à l'intérieur de la DG Connect, ça montre quoi? Ça montre la volonté de la Commission d'intervenir directement, en tout cas en ce qui concerne le développement de ces General Purpose AI. Voilà, en ce qui concerne cette première catégorie de GPI. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer aux deuxième catégorie. J'arrive au bout de ma présentation, mais il y a des obligations bien évidemment complémentaires en ce qui concerne les risques, les GPI avec un risque systémique. Là, il y a une obligation
d'évaluation du modèle. Ça, c'est un point extrêmement important. On a l'obligation de faire une évaluation de l'ensemble des risques qui sont liés au développement d'un système, en matière d'IA. Je prends un exemple, il est clair que l'utilisation, c'est un... Si vous permettez, je vais... Désolé. Que, par exemple, dans le cadre d'un compagnon chatbot qui avait été utilisé pour permettre à des personnes de pouvoir éventuellement se confier, cette discussion interactive avec un compagnon chatbot a amené une personne, un ingénieur, qui était certes un peu dépressif, à l'amener au suicide. Ce sont évidemment des risques qu'il est extrêmement important de prendre en compte. Ce qui est un peu dommage, et c'est de nouveau une critique que l'on peut faire à l'ensemble de l'AI Act, c'est qu'en ce qui concerne l'évaluation qui est également prévue en matière de système à haut risque, il aurait été extrêmement important que cette évaluation soit faite non pas uniquement par des techniciens, par des ingénieurs qui peuvent être d'extrêmement bonne volonté, mais que ce soit conduit de manière multi-stakeholders et multidisciplinaire. Et c'est un manque, me semble-t-il, alors que le Parlement avait insisté là-dessus. La version finale du règlement qui vient d'être adoptée le 21 mai, je vais te le dire d'emblée, qui vient d'être adopté le 21 mai, ne reprend pas cette idée d'une obligation d'évaluation multi-stakeholders et multidisciplinaire. Alors, il y a une obligation de mitiguer, donc de diminuer ces risques systémiques. C'est un point qui est souligné. C'est peut-être une différence avec l'approche américaine où il n'y a pas d'obligation, il y a une recommandation, mais on ne va pas plus loin. Il y a d'autre part l'obligation de garder l'ensemble des documents, à la fois les documents d'évaluation, également les documents qui permettent de décrire le modèle et d'en faire un rapport à ce fameux département et à l'office de la commission, et puis d'avoir une sécurité adéquate. On sait combien les systèmes IA sont extrêmement fragiles par rapport à des hackers. Next slide, s'il vous plaît. Je crois qu'on arrive au bout. Oui, ça c'est les General AI Web Products. Vous noterez que l'Europe est extrêmement peu présente. La plupart des General AI Web Products sont soit chinois, comme RNI par exemple, développés par Beijin, ou américains, comme la plupart de ceux qui sont présents ici. Voilà, dernier slide, je crois. Ah oui, désolé. Donc, nous avons parlé évidemment de General Purpose AI. Maintenant, il est clair que ce General Purpose AI vont trouver à s'appliquer dans des chatbots, comme je l'ai dit, dans des compagnons chatbots, on va trouver à s'appliquer dans des systèmes qui permettent à des personnes de se prendre pour des peintres, Midjourney ou autres, ou DALI, sont des Générative AI qui permettent aux personnes de pouvoir produire des images, en tout cas de demander la production d'images. Donc, toutes ces applications vont tomber dans les différentes catégories qui ont été mentionnées. On pourrait imaginer évidemment qu'il y ait des applications, par exemple un compagnon de chatbot qui permettrait d'amener des jeunes à un certain nombre de comportements, ça fait partie des prohibited practices. En ce qui concerne des systèmes AI, par exemple l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle génératif de manière à pouvoir automatiquement générer des règles, des décisions en matière d'octroi de crédit sont considérées comme des high-risk systems. Et là, il est intéressant, même si ce n'est pas le cas de tout le high-risk system, mais de voir que le règlement IA demande dans ces cas-là
qu'il y ait ce qu'on appelle un Fundamental Rights Impact Assessment, c'est-à-dire une évaluation systématique en ce qui concerne les problèmes liés aux libertés. Les libertés, c'est évidemment d'abord la privacy, mais ça peut être également d'autres libertés, notamment des atteintes discriminatoires vis-à-vis des personnes. Des systèmes non transparents, les deepfakes sont évidemment des systèmes non transparents, et là, il y a des obligations, notamment des obligations de rendre transparent le fait qu'on est en face d'un deepfake ou qu'on est en face d'un chatbot. Et puis il y a tout le reste, où là, l'autorégulation, comme je l'ai dit, suffit. Voilà un tour de la manière dont le règlement AI essaie d'aborder les Generative AI et les General Purpose AI System, AI Model plutôt, les General Purpose AI Model. Si vous permettez, voilà, j'arrive au dernier slide. Mon dernier slide, donc je vais m'arrêter là parce que je crois que nous allons avoir l'occasion dans la discussion de pouvoir venir simplement ce que nous pourra venir sur les aspects beaucoup plus privacy des Generative AI. Ce que je souhaite dire, évidemment, c'est que le modèle réglementaire européen est un modèle réglementaire, comme vous le voyez, qui n'est pas exempt d'ambiguïté. Il y a à la fois la protection d'un marché européen et il y a bien évidemment encore et au-delà la protection d'un certain nombre de valeurs. Alors comment est-ce que la privacy va parvenir à s'insérer? Elle va être en concurrence, et ça va de soi, avec d'autres valeurs, en particulier les problèmes de valeurs de non-discrimination, les valeurs de sécurité publique, les valeurs qu'on peut appeler la santé publique. Voilà, c'est une question qui est une question extrêmement délicate. Les autorités de protection des données sont reprises à l'intérieur du règlement IA, notamment dans ce qu'on peut appeler le bureau qui va développer la politique européenne en matière d'IA. Mais c'est une voie parmi d'autres au niveau des autorités de surveillance. Il est clair que à l'heure actuelle, pas mal de pays s'orientent pour donner l'autorité de surveillance de coordination, non pas à l'autorité de protection des données, mais à d'autres autorités en France, par exemple l'AFCOM, et non pas l'ACNIL. Voilà, c'est évidemment des questions d'équilibre et des questions de choix politiques sur lesquelles on peut revenir tout à l'heure. Merci en tout cas de votre écoute. Merci, professeur Poullet, pour cette présentation particulièrement riche. Je vais maintenant céder la parole à Antoine PETEL, qui est avec moi ici dans le studio, qui est notre discutant et qui va pouvoir vous interroger ou en tout cas mettre en lumière certains points communs entre vos communications. Antoine. Bonjour à tous, merci déjà pour l'ensemble des interventions. Alors on voit bien qu'il y a des modèles différents qui sont proposés en Chine, en Europe, aux États-Unis. Moi, j'aimerais revenir tout d'abord sur la présentation du professeur Poullet, et notamment pour l'interroger sur l'articulation, justement, entre le RGPD et le prochain règlement sur l'IA, parce que, justement, la question de la protection des données personnelles dans l'utilisation des intelligences artificielles génératives va impliquer de devoir concilier ces deux réglementations. Et je pense notamment à une problématique particulière qui est sur la régulation de ces deux textes, où chaque texte prévoit un système de régulation propre, et pourtant, ce sont des questions qui sont transversales. Je prends un exemple, c'est l'application ChatGPT, quand elle est pas apparue, mais en tout cas, elle est intervenue en Europe en 2023 en créant de plusieurs remous, et ce sont les autorités de protection des données, donc prévues par le RGPD, qui se sont saisies de la question. Et en plus, on a vu que se sont saisis de la question différemment en France, en Europe, en Espagne. Et donc ma question, c'est si le règlement sur l'IA avait été applicable à cette époque, qui de l'autorité de régulation sur l'intelligence artificielle et de la protection des données se serait saisi de la question? Et donc plus largement, en fait, comment vous voyez un petit peu comment va se dessiner cette régulation de l'intelligence artificielle qui implique justement des questions de protection des données et d'intelligence artificielle. Votre question est excellente et effectivement, j'aimerais bien être
2 ans, ou en tout cas avoir quelques années de plus, hein, pour voir un petit peu la manière dont les choses. Nous vous avons perdu, professeur Poullet. Je vous propose peut-être d'interroger monsieur SOLOVE. Okay. I will switch to Professor SOLOVE. Thank you very much for your intervention. I'm wondering if, from the American company perspective, is there a problem if there is different rules applicable in Europe and United States? And maybe is there a need for international governance on intelligence artificial? Can you elaborate a little bit on you looking for a comparison between the US and the EU, or if you could just elaborate a little bit more on the question? Yeah, for the American perspective, for the American company, we see we have a difference between Europe and United States, and it was a problem for the GDPR application because we have a lack of equivalent decision. Is there a similar problem from the regulation of intelligence artificial? Well, I think U.S. companies are pretty versatile, and they, at the outset with GDPR, they were, very much throwing what I call a little bit of a tantrum, like, oh my gosh, can we do this? This is going to be too hard. Ultimately, they were able to do a lot of the things that the GDPR requires. A lot of them are internal measures, such as keeping documentation and data mapping, doing impact assessments. These are things that companies can do, and so it's not too hard for companies, especially large companies, to comply. And I think that the GDPR, in some ways asks a lot, and in some ways doesn't really ask a lot. There are a lot of parts of the GDPR that are, they look better on paper than they are in practice. Have a data protection impact assessment. What exactly is a good one? Do they have a lot of rigor if there's not sufficient accountability? I think a lot of companies just, do something that's pretty perfunctory and call it a day, and it's not that rigorous at the company, but they can satisfy a lot of the things that the GDPR requires. Okay, so they need to do a balancing to use data under legitimate interests, so they'll do a balancing, they'll come up with some documentation, and they shove it in a drawer. And I think that on the whole, I think that there's a lot of I think initially there was a sense that this is going to be really hard. And I think now, for a lot of companies, it's not that hard. What I think is the challenge that I think to really improve the GDPR and improve privacy regulation, I think we're going to need to see a revolution in the way that privacy law is enforced, because I think it's not just a problem in the EU, it's also a problem in the US and worldwide, where I just think that the enforcement of privacy laws is so slow, and it's so the resources available to enforcers are so limited that the companies are just way out ahead. Enforcement's never quite enough. And I think that, the lesson, especially to large companies, is they can pretty much just do what they will and pay fines every now and then. And it's just a kind of cost of doing business. But it's not, is it really changing the way that they function in a dramatic way? And I think sometimes yes, but
a lot of times it's not so clear. So I think we really need to see some more robust enforcement. I'd love to see more rigorous standards around data protection, by design and default. I'd like to see more rigorous standards on the balancing tests that occur throughout the GDPR. I'd like to see more rigor on a data protection impact assessment and what that is, so there's more accountability. I think that there are parts of the GDPR I like. I think there are parts that ask the right questions, but they're just not rigorous enough. And I think for companies, they just kind of do paperwork and call it a day. And the work of Ari Waldman, Professor Ari Waldman, who's a professor here in the United States, is, I think, very insightful, where he looks at the laws and says that a lot of what he saw internally at companies was rather perfunctory, minimalist, not very meaningful execution of duties under the law. They're basically just checking boxes, but not really doing it in the most thoughtful, rigorous way. But I think that generally, U.S. companies are able to adapt to surprisingly difficult regulatory environments. Despite their outcries. There was a big outcry with data breach notification. In the early days when states were passing data breach notification, companies were, oh my goodness, were we going to have to comply with 50 different standards? Well, now they have 50 different standards in the US. Where's the call for a comprehensive law? They've figured it out. Now they have standards all around the world, and they've figured out how to comply. So, one thing that, when we're dealing with a large company, they generally, if you ask them to jump through various hoops, they're actually really good at jumping through hoops. They're really good at producing documentation. A lot of the things that the GDPR requires and these laws are requiring are actually things that they can readily, easily do. They just throw a little bit of money at it, and they can kind of, do a lot of paperwork and bureaucratic checklisty things and things like that. I think what's really tough and what really would make a difference is the privacy law needs to become more qualitative and needs to put more rigor into it, needs to force companies to put a lot more judgment and thought into these processes rather than just check boxes. And that's hard. Because if you look at what are companies spending on privacy, yes, GDPR raised the amount of spend that companies are doing for compliance, but not that much. At the end of the day, if you look at how much of a company's budget goes into privacy versus security, a lot goes into security because they know there's going to be big costs and consequences if they have a data breach. So they'll put a ton into security, and still it's not enough because the security is not good. Privacy, there's not enough going in there. And if you look at that compared to what their profits are, the amount of money going into privacy compliance is a pittance. Now the companies will say, oh my gosh, we've got to spend, Google, oh my gosh, we've got to spend millions of dollars, like 50 million, 100 million, I don't know what they spend, but that's what they make in a second. So it's very little. And I think that it needs to be a lot more robust. And so in some ways, I think, compliance, there's challenges and it's expensive. On the other hand, it's not expensive enough, and it's might not hard enough. Alors peut-être dernière question, parce que je sais que mes questions sont comptées. Maître CHEN. Oui. Alors, merci pour votre intervention. Et moi, j'avais une question. Comment la notion de grand public est-elle définie dans la réglementation chinoise? Parce que il me semble que c'est uniquement quand le système d'IA Avocat est destiné au grand public. Et donc, je me demandais tout simplement comment c'était défini justement cette notion de grand public. Ah oui, en fait, dans cette réglementation, justement, il n'y a pas de définition spécifique pour ce qui est le grand public. En fait, je crois que c'est le sens général qui s'applique. C'est-à-dire que si un service
est mise à la disposition ouvertement. Donc là, je crois que ça entre dans cette catégorie de services qui est destiné au grand public. Donc là, justement, il n'y a pas de limitation. Mais à contrario, c'est-à-dire que s'il ne s'agit pas d'un service qui est rendu de cette manière-là, ça n'entre pas sous le coup de l'arrêté. C'est-à-dire que c'est assez libre, en fait, pour les essais, ou pour une utilisation donc, assez limitée, donc ça n'entre pas sous le coup de l'arrêté. D'accord. Et donc, par exemple, est-ce que des systèmes d'intelligence artificielle utilisés uniquement dans des cadres internes à des administrations ou des entreprises sont couverts par la réglementation? Ah non, je crois que non. Je crois que non. Donc là, justement, je crois que l'intention de cette réglementation est assez nette. C'est-à-dire qu'on encourage les essais, on encourage les initiatives, non seulement pour le modèle, mais aussi pour les données. Je crois que le législateur chinois est tout à fait conscient que là, on est dans une phase dans une phase d'essai, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir toutes les certitudes. Donc surtout pour les données, donc ça a un lien avec les informations personnelles qui figurent dans le titre de ce colloque. En fait, on encourage le partage des données, parce que s'il n'y a pas de données, donc l'IA générative ne peut pas fonctionner. Elle ne sera pas suffisamment nourrie pour avoir donc une mureté. Donc, en fait, donc là tout à l'heure j'ai présenté cet arrêté de août 2023, mais en réalité c'est simplement une pièce de la réglementation. Il y a encore d'autres normes et dans d'autres secteurs aussi. Donc il y a des textes donc assez diverses. Donc là, par exemple, dans l'IA, qui est utilisée dans le domaine médical et des voitures intelligentes. Donc tout ça, c'est même avant la réglementation d'août 2023, on avait déjà des textes séparés. Et immédiatement après cette réglementation, on a aussi vu des normes techniques sur le marquage des données. C'est essentiel parce que l'IA, ça fonctionne sur cette base-là. Si les données sont marquées d'une manière incorrecte ou discriminatoire, donc nécessairement le résultat, il ne sera pas juste. Donc là, tout ça, c'est pour vous dire que la tendance ici est assez claire, c'est-à-dire qu'on encourage l'innovation. Donc j'ai vu assez récemment une réglementation, un projet de texte spécifique pour les données dans le domaine de l'aviation civile. Et là, j'étais un petit peu étonné. Donc là, c'est-à-dire que là, dans le texte, donc maintenant, c'est simplement un projet pour consultation publique. Il est indiqué clairement qu'on est dans une phase d'essai. Il ne faut pas hésiter à partager les données. Il faut mettre l'accent sur la mise en valeur des données. Et donc surtout, à la fin de ce projet, il est indiqué que si jamais il y a une quelconque responsabilité, on essaye de les amortir. Que ce n'est pas si grave que ça. On fait des efforts, mais dans la mesure du raisonnable, la responsabilité éventuelle serait limitée. Merci, merci Maître pour votre retour. Alors sur les réseaux, une question est posée par Claire Brunery, qui est doctorante au sein de notre université. Une question pour le professeur Yves Poullet. So we have a question from Claire Brunery, who is a PhD student in our university. Professor Poullet, the question
is, do you think, what do you think about the co-regulation? Do you think that the margin of appreciation which is left to private actors, don't you think that that margin of appreciation is not too wide to govern the societal issues that are raised by generative AI and by data protection issues? So the question is, what do you think about the role that is to be played by private actors within the regulation of such issues? Merci à cette personne. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui. Ah bien. Voilà. Je me permettrai de répondre également à la question qui m'a été posée par Bien sûr. votre... en ce qui concerne la corrélation, je crois d'abord qu'il y a deux modèles de corrélation. Il y a la corrélation descendante et la corrélation ascendante. La corrélation descendante, c'est de dire il y a des principes qui viennent de l'autorité publique, qui ont été décidés dans le cadre réglementaire, législatif, sur base du principe de proportionnalité et d'autres, et que ces principes, évidemment, doivent être précisés, doivent être éventuellement raffinés par la négociation entre pouvoir public et, d'autre part, pouvoir privé. C'est un petit peu la manière dont les choses sont vécues en matière d'AI, c'est-à-dire que vous avez des principes, la réglementation AI et réglementation de principe, mais on dit, et on le dit dans le cadre des standards, on le dit dans le cas du fonctionnement de ce qu'on appelle l'assessment, on dit aux entreprises, faites vous-même l'évaluation, et puis vous nous donnerez les résultats de votre évaluation, mais voilà, on part de cela, et c'est évidemment vous-même qui ferez l'équilibre et qui éventuellement définirez les risques et la manière de les diminuer. Dans le cas des standards, c'est encore plus clair, puisqu'il y a une nouvelle directive, pas une nouvelle directive, un nouveau règlement sur les standards en Europe, qui est un règlement extrêmement intéressant parce qu'il dit que les standards doivent dorénavant être négociés avec l'ensemble des stakeholders. Et je crois que c'est, me semble-t-il, une bonne manière de dire, vous savez, attention, la réglementation, dans la mesure où elle a un impact sur le public, dans la mesure où elle a un impact sur les consommateurs, éventuellement sur la protection de la vie privée, elle doit être négociée avec les représentants de ces intérêts. Donc, ça, c'est une co-régulation que je peux appeler descendante et que j'aime encore bien. La co-régulation ascendante, c'est une régulation qui dit, ben voilà, vous avez la priorité, c'est à vous à discuter ensemble pour essayer de trouver des solutions. C'est un peu le cas de l'executive order de Biden. Il dit, ben voilà, vous êtes priés de définir, vous, industrie, des standards, et puis nous sommes là, nous, pour éventuellement contrôler à la marge la qualité de ce qui est fait. C'est deux manières d'envisager la co-régulation, autant la première à ma préférence, la co-régulation descendante, la fixation des principes. Ce qu'on peut reprocher évidemment du côté de l'Union européenne, c'est qu'ils vont être loin dans la description des principes, qu'on n'est plus au niveau des principes et qu'on est au niveau, me semble-t-il, de l'opérationnalité. Là, ça va peut-être un peu trop loin. Alors, je reviens à la question précédente parce qu'elle est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on voit le rôle de la réglementation de protection des données et des autorités de protection des données à l'intérieur de la réglementation IA. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair que le règlement IA se réfère continuellement au fait que le RGPD est applicable, etc. Maintenant, l'affirmation est belle, mais en même temps, il est clair que lorsque on vous dit à vos entreprises, vous devez faire un assessment, une évaluation, vous devez faire une évaluation qui tient compte à la fois des problèmes de protection des données et éventuellement de la protection des groupes de personnes, de ne pas faire de discrimination. Vous devez tenir compte de l'environnement, vous devez tenir compte de la sécurité, y compris de la sécurité publique. Donc, comme le disait
Daniel SOLOVE, ben, il n'y a rien à faire. Il y a des arbitrages qui doivent être faits et qui doivent être faits, me semble-t-il, pas toujours en faveur de la protection des données. Alors, très concrètement, je prends un exemple parce que c'est un problème que je suppose au niveau chinois, on a dû rencontrer mon collègue chinois, j'ai l'impression, le problème de savoir dans quelle mesure on peut mettre dans des bases de données, ne serait-ce que pour des fins de testing, des données qui sont des données largement accessibles au public. Les données de Wikipédia, les données éventuellement qui sont des données de registre public et autres. L'Europe et la protection des données est extrêmement réservée à cet égard-là pour des raisons de protection des données, en disant les personnes, la donnée qui était rendue publique et rendue accessible au public, ben, elle n'est faite dans le cadre d'une finalité, il n'est pas question éventuellement de l'utiliser dans le cadre d'une autre finalité, ne serait-ce qu'à des fins de testing. Et donc, on a l'article 54 qui dit, ben, l'article 54 du règlement IA dit attention, vous devez absolument avoir le consentement de la personne. Ce qui est un problème extrêmement délicat. D'abord, d'obtenir le consentement. 2, de se rendre compte que si vous n'avez pas le consentement, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais ça veut dire bien évidemment également que vous avez uniquement des données représentant les personnes ayant consenti, ce qui peut biaiser votre test. Voilà, toute une série de questions qui sont posées et qui véritablement vont mériter, me semble-t-il, pas mal de discussions aujourd'hui. On est plein d'autres. Il est clair, je l'ai dit tout à l'heure, que le principe de proportionnalité, le principe de minimisation pose réellement des problèmes et que je ne vois pas très bien comment on va pouvoir le résoudre à travers les systèmes d'intelligence artificielle. Le droit à la correction, c'est très bien, mais comment pouvez-vous faire le droit à la correction lorsque un système d'intelligence artificielle a véritablement fait en sorte qu'on peut difficilement trouver la trace de données qui ont des données à caractère personnel qui ont été placées. Voilà, toute une série de réflexions. Merci beaucoup, professeur Poullet. About the GDPR principles, the publication that was made by the European Data Protection Board on May 23rd raises an issue that is very interesting about the fairness principle. We don't talk so much about the fairness principle, which is here qualified as an overarching principle, and the EDPB stated that there should be no risk transfer, meaning that controllers should not transfer the risks of the enterprise to data subjects. And I wanted to have the opinion of Professor SOLOVE about such a statement compared to the Section 5 of the FTC law. What do you think about that risk transfer and the notice and choice system you mentioned in your presentation? Yeah, I mean, I think it's really interesting that this interpretation of the GDPR is taken because it is kind of looking at one of the broadly worded principles in the GDPR and almost turning it into something like the FTC's prohibition on unfairness. And I've long thought that, one of the most effective approaches in privacy law, and a rule that should just generally be carried out across all privacy laws, is that consumers should not be, or any individual should not be put, and have unreasonable risks foisted upon them by either the government or by companies. And that is one of the most important things that the law can do, is prevent such risks from being imposed upon people in any way, shape, or form. I've even argued in a paper that even if people consent to something, and if it causes an unreasonable risk of harm, that should be restricted, even though people consent, because I think a lot of consent's fictional, even under the GDPR's express consent. So I think that, that
just as a general principle, no unreasonable risk could ever be put upon people. And so I'm delighted that that's an interpretation taken under the GDPR. I think that the FTC Act has the flexibility to impose such a similar rule, and sometimes the FTC does. A lot depends on how rigorously enforcers interpret what unreasonable risk is and how rigorously they enforce these provisions. I like the idea of a general provisions in privacy law, like unfairness, no unreasonable risk. I think those can be powerful, flexible, evolving standards. But the danger with that is if they are too timidly enforced, not enforced with enough rigor, and then what too much becomes allowable under these standards. And so it really depends upon how well it's enforced to really come out with the verdicts. I think that the idea that we would use something like this and make this statement that, let's restrict, unfair practices like the FTC Act does, I think that's great, but it really depends upon how well the enforcers are then doing their job and how strictly they're enforcing that. They don't restrict it forcefully, it's going to be ineffective and it's going to be hollow. Oftentimes, like what reasonable data security has become. It's just not enforced rigorously enough. It becomes relatively meaningless. If you really enforce it rigorously, it can be great. But it's delegating a lot of power to the enforcers to get this right, and I hope that they will. One thing I think privacy laws do need to think about, and data protection laws need to think about, is how to make sure, how to better guide enforcement so it will achieve the aims of the law. And what I found, though, even in the GDPR, is that despite the fact that the law speaks in a, the law looks great on paper, enforcement is spottier, and we see a lot of tension in the EU over enforcement and problems. And a lot of that's structural. You don't have adequate funding for the enforcement. The law doesn't give enough strong guidance to how to enforce it. And then you get varying enforcement, disparate enforcement. You basically lets companies choose their enforcer. A system that I don't think is a particularly effective one. And so I like this approach. I think it's an approach that the FTC has been using. But I think that if we're going to and I think it's the right direction, but it's sort of a key ingredient. The spice in it is missing, and that is, how do we make enforcement strong, robust, and have the law guide enforcement enough so that there's real punch behind some of these principles and standards. Thank you. And we can have now some doubts about enforcement because it is mentioned in that document that OpenAI now have an establishment in Ireland, so all will depend on the Data Protection Commissioner of Ireland. So our time is over. Let me thank you. I'm sorry. I'm so sorry. There is so many questions to be discussed, but our time is over. Let me thank you one more time for being with us this evening, for discussing such important issue. And thank you to all the attending persons, to Antoine PETEL, who is with me here, and see you soon for a new episode of our webinar on AIG. Good evening and goodbye. Thanks a lot. Merci, au revoir. Au revoir encore et merci. Merci. See you.